Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'incertitude. Nous avons vu dans d'autres vidéos que la science ne peut pas nous apporter de certitude car elle est fondée sur l'observation et le raisonnement. Or, la réalité sensible est bien trop complexe pour être reflétée par nos sens et nos pensées. Pour citer le professeur Roger Pilk Jr., un scientifique qui soutient la thèse du réchauffement climatique, dans nos recherches sur la plausibilité des scénarios du GIEC, nous avons découvert que l'ensemble des scénarios de base utilisés par le GIEC ne sont pas plausibles. D'une certaine manière, ce n'est pas surprenant. Au fur et à mesure que les événements se déroulent dans un monde complexe, même les futurs à court terme prévus par les scénarios s'éloignent de la réalité. C'est-à-dire que la complexité rend nos prévisions très difficiles. Chaque chose fait partie d'un tout, mais d'un tout qui ne peut être réduit à la somme de ses parties, où rien ne peut être expliqué indépendamment de ce tout, et pourtant où chaque partie a sa propre importance et reflète le tout de différentes manières. Le tout est infini. Or, à chaque instant, on ne peut que savoir un nombre fini de choses. Voilà pourquoi notre image de la réalité est au mieux approximative. Les paramètres décrivant un phénomène sont infinis et donc la plupart ne peuvent pas être pris en compte. Par exemple, d'après le docteur Judith Curry, une éminente spécialiste du climat, les prévisions de réchauffement futur risquent de surestimer le réchauffement des 2 à 3 prochaines décennies si elles ne tiennent pas compte de la variabilité interne multidécennale, car durant cette période, l'oscillation multidécennale atlantique entrera dans sa phase froide. Toujours d'après elle, les éruptions volcaniques ne sont pas prises en compte dans ces scénarios. Or, en raison de l'effet radiatif direct des particules d'aérosols volcaniques qui atteignent la stratosphère, les grandes éruptions volcaniques entraînent une diminution globale de la température de surface moyenne mondiale qui peut s'étendre sur plusieurs décennies, voire des siècles, dans le cas d'amas de grandes éruptions volcaniques. A fortiori, très peu de paramètres sont quantifiables et parmi ceux-ci, un très petit nombre peut être pris en compte car il nous est impossible de résoudre des équations avec trop de paramètres. Nos modèles mathématiques sont fondés sur des mesures approximatives, sur une vision idéalisée et simplifiée de la réalité. Les points sans dimension n'existent pas dans la réalité physique. Ils sont l'idéalisation par l'esprit humain de particules qui, elles, ont une dimension. À l'inverse, l'exactitude mathématique, une fois retraduite pour des raisons d'application dans nos études du monde sensible, redevient approximative. Par exemple, nous devons décider à quel degré de précision nous voulons retranscrire un nombre tel que racine carrée de 2, 1,4, 1,41, 1,414 ou plus. Nous pouvons être guidés par une quête de la vérité, mais il ne faut pas oublier que la science n'est pas une question de vérité, ou si elle l'est, nous ne pouvons pas le savoir. Ce que fait notre compréhension scientifique, c'est de nous éloigner des contre-vérités. La connaissance scientifique, bien que la moins fantaisiste de toutes les formes de connaissance, reste au mieux incertaine. Malgré toute notre ingéniosité à contourner ce problème, nous sommes forcés de nous confronter à la question de l'incertitude. Une incertitude qui augmente plus on se rapproche
de la sphère humaine. Or, les mathématiques, qui sont le langage utilisé en sciences, sont basées sur une logique à deux variables où une proposition est soit vraie ou soit fausse. Et donc, ce langage ne peut pas refléter cette incertitude. Voilà pourquoi nous avons inventé la théorie des probabilités pour rendre compte de cette incertitude. Mais est-ce que la probabilité est vraiment capable de le faire? Son application non seulement pâtit des défauts de la mathématisation, mais apporte son lot de problèmes spécifiques. Elle est donc elle-même une question d'incertitude. Ces applications sont affaires d'interprétation. L'interprétation la plus courante suppose que tous les résultats individuels possibles ont la même probabilité. Un bel exemple d'une supposition cachée. Par exemple, en thermodynamique, on suppose qu'une molécule a la même probabilité de se trouver à n'importe quel endroit dans un gaz. Or, cette supposition pourrait ne pas être terriblement réaliste et dans ce cas-là, nos modèles mathématiques seraient d'autant plus approximatifs. Dans d'autres circonstances, on interprète la probabilité comme une fréquence, c'est-à-dire dans un échantillon, la proportion ayant une propriété donnée, plus précisément le ratio x sur q, où x est, par exemple, le nombre de petits pois à graines rondes dans un échantillon contenant un nombre q de petits pois fécondés par des petits pois à graines rondes et des petits pois à graines ridées. C'est plus généralement l'interprétation utilisée en génétique. Mais elle rencontre, elle aussi, beaucoup de problèmes et elle aussi est basée sur des suppositions. En effet, on ne peut pas répéter des expériences à l'infini, donc on suppose que si ces expériences étaient répétées encore et encore, alors la fréquence relative atteindrait une valeur bien définie. Plus précisément, la probabilité est la valeur limite dont se rapprochent les ratios x sur q au fur et à mesure que q augmente. Il y a deux façons de procéder. La façon scientifique consiste à induire la valeur limite sur la base d'un grand nombre de ratios obtenus expérimentalement. Mais alors, on se heurte au problème de l'induction qui mine la science, c'est-à-dire celle de généraliser à partir de données limitées. Ou alors, basé sur les rapports qu'on a bien calculés expérimentalement, x1 sur q1, x2 sur q2, et ainsi de suite, associés à chaque taille d'échantillon q égale q1 plus petit que q2, et ainsi de suite. Et il s'agit alors de trouver une courbe qui s'étend sans fin, passant par ces points, c'est-à-dire de trouver une fonction f de q égale x sur q pour toute valeur de q, et donc d'extrapoler. Or, de nombreuses courbes passent par un nombre fini de points donnés. Et donc, il s'agit forcément d'un processus approximatif. Le problème est l'absence de garantie que lorsque q devient de plus en plus grand, la limite de la fonction f estimée mathématiquement soit la même que celle estimée scientifiquement. Comme les deux méthodes comportent des incertitudes, nous n'avons a priori aucun moyen de savoir quel résultat est le plus approprié. Et bien sûr, ça peut créer des problèmes importants. Si les probabilités dans le contexte d'événements reproduisibles à souhait soulèvent tant de questions, alors dans le cas
d'événements qui ne se sont produits que quelques fois, voire une seule fois, ou même qui ne se sont encore jamais produits, posent des problèmes vraiment importants. On ne peut pas avoir une approche fréquentielle. On ne peut pas non plus supposer qu'il y a probabilité égale puisqu'on ne sait pas si ces événements présentent une quelconque régularité. Et donc on attribue une valeur de probabilité de manière subjective basée sur une évaluation personnelle d'un événement futur. Tant que l'événement n'a pas eu lieu, il n'y a aucun moyen de vérifier la qualité de l'évaluation. Et une fois que l'événement a eu lieu, il est devenu certain, mais ça n'implique nullement que la probabilité attribuée avant qu'elle ait eu lieu ait été réaliste. Et donc, ces évaluations, on leur donne le vernis de la respectabilité scientifique, mais elles n'appartiennent en aucun cas à la sphère scientifique. Par exemple, en 1979, il y a eu un accident nucléaire en Pennsylvanie, aux États-Unis, à Three Mile Island. Il s'agissait de la fusion d'un cœur de réacteur. Avant l'accident, une telle fusion avait été estimée à 1 sur 1 million. Après l'accident, la fusion est devenue certaine, c'est-à-dire sa probabilité est devenue égale à 1. Donc, peut-être qu'on devrait faire preuve de bon sens et nous tenir à une étude qualitative plutôt que quantitative. Ou mieux encore, on ne devrait pas remettre notre avenir aux mains d'experts. Ça nous amène à l'imprévisibilité qui accentue l'incertitude. Les approximations induisent l'imprévisibilité, même dans le cas de différences minimes. Prenons une particule qui se déplace sur une ligne droite entre deux murs et qu'aucune force n'agisse sur celle-ci. Et une fois arrivée en bout de ligne, elle est réfléchie. Alors, en raison des erreurs commises pour calculer sa position et sa vitesse initiale, avec le temps, l'écart entre la position calculée et la position réelle de la particule va augmenter. Et au bout d'un certain temps qui peut être très précisément calculé, cet écart sera plus grand que la longueur de la ligne, c'est-à-dire qu'on ne saura plus où se trouve la particule, elle pourra être n'importe où, sa position devient imprévisible. On peut bien sûr améliorer nos instruments de mesure et diminuer les erreurs de mesure, mais on ne peut jamais s'en débarrasser, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, c'est rallonger l'intervalle de temps dans lequel une prédiction est plus ou moins possible. Par ailleurs, il s'agit là d'un système fermé idéal. Dans la réalité, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et donc ça aggrave l'imprévisibilité. Et aussi, cet exemple concerne un système déterministe, c'est-à-dire déterminé par les conditions initiales. Et comme on le voit, même dans ce cas, de minuscules erreurs peuvent se propager et croître. Et c'est ce qui arrive aussi lorsqu'on fait des calculs par ordinateur, parce que la manière codée dont un ordinateur aborde les calculs internes inclut des erreurs d'arrondi. Et des erreurs se produisent également lorsque le résultat en langage codé est transcrit sous la forme imprimée sur l'écran. La situation peut être encore pire. C'est-à-dire
qu'on peut avoir des systèmes qui ne sont pas déterminables, même si on pouvait connaître et calculer précisément tous les paramètres qui gèrent le système à un instant donné. C'est le cas du climat à cause de ce qu'on appelle communément l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon peut engendrer des effets énormes à l'autre bout du monde, comme par exemple des tornades, ou au contraire, il peut n'avoir aucun effet. On ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que les équations qui décrivent ce genre de phénomène ne sont pas linéaires, contrairement au cas de la particule. Et donc, les phénomènes météorologiques sont difficilement prévisibles à long terme, voire même à court terme. L'imprévisibilité n'est pas surprenante, mais elle rend la prédiction difficile, voire irréaliste, surtout dans le cas de systèmes aussi complexes que le climat. Ainsi que l'a écrit Hannah Arendt, les prédictions de l'avenir ne sont que des projections de nos processus et procédures actuelles, et donc d'événements qui pourraient avoir lieu si les hommes n'agissent pas et rien d'imprévisible n'a lieu. Chaque action, pour le meilleur ou le pire, et chaque accident détruit nécessairement tout le schéma dans le cadre duquel la prédiction se déplace et où elle trouve sa preuve. Et cela d'autant plus que la réalité actuelle est elle-même une affaire d'incertitude. L'incertitude et l'imprévisibilité sont ce qui font que nous sommes humains. Du moins, elles nous permettent d'avoir un certain degré de libre arbitre. Elles sont la source à la fois de l'espoir et à la fois de la peur. Nous reviendrons sur ces sujets dans d'autres vidéos. Merci.